quelles sont les grandes tendances de la santé digitale dans les pays du Sud, celles sur lesquelles on peut s'appuyer, s'inspirer, capitaliser? Bien, pour répondre à ces questions, vont me rejoindre tout de suite Florence Gaudry-Perkins, qui est directrice de la société Digital Health Partnerships. Voilà, venez nous rejoindre, Florence. Et puis Jai Ganesh Udayasankara, qui est membre du comité d'experts de la Fondation Pierre Fabre et membre du comité de direction de EIIN. On vous l'a rappelé, c'est le réseau asiatique d'information sur la e-santé. Ils ont eu cette lourde et difficile tâche d'essayer de nous dresser, et en 20 minutes seulement, s'il vous plaît, un état des lieux de la e-santé dans les pays du Sud. Je leur laisse la parole au pupitre, ou s'ils veulent prendre un micro, il y en a de disponibles également. Voilà, c'est à vous. Bonjour à tous. Tout d'abord et avant de commencer, je souhaite remercier la Fondation Pierre Fabre et Béatrice. Nous sommes avec vous en pensée pour avoir organisé cet événement. Nous le savons, c'est un de mes événements préférés pour sa qualité, mais aussi pour le lieu où elle est organisée, toujours dans le sud de la France, et aussi pour sa taille. Jai et moi-même sommes en effet ravis de relever le défi qui est de donner un aperçu de la situation en matière de santé digitale dans les pays du Sud. Et on va se concentrer d'ailleurs essentiellement sur l'Afrique. Je voulais dire que vraiment, ça me fait chaud au cœur de faire cela avec Jai, parce qu'on se connaît depuis 2017. On a travaillé sur de nombreux projets ensemble, notamment sur le rapport de la commission Broadband. Ça a été pas une mince tâche, et c'est la première fois que nous nous rencontrons en vrai. Donc c'est très symbolique que nous présentions ensemble, mais c'est effectivement très bien. Donc sans plus attendre, nous allons essayer de commencer. D'abord, je vais essayer de vous donner un aperçu des tendances générales, et puis ensuite donc on se concentrera sur l'Afrique avant que Jai nous parle de ce qui se passe en Asie. On va le faire autrement, manuellement, c'est aussi possible. Normalement, c'est toujours un effet, voilà, un effet magique. Ça marche aux essais, puis c'est un petit grattage le jour du direct. Là, ça fonctionne. Donc nous en avons parlé lors de la conférence l'année dernière, l'impact que la pandémie a eu sur la santé et sur la santé numérique. Alors je ne vais pas trop m'attarder, mais voici quelques chiffres. Il y a 1 ou 2 mois, j'ai entendu quelqu'un dire pandémie numérique. Et effectivement, je pense que c'est un terme qui reprend bien ce que l'on a vécu. Parce qu'effectivement, nous avons été confinés, nous n'avons pas pu nous déplacer. Et c'est vrai que si l'on n'a pas pu se connecter, on n'a pas pu continuer de travailler, on n'a pas pu continuer d'étudier et ni continuer de se faire soigner. D'où le nom de cette diapo, à savoir la pandémie numérique. Qu'est-ce qu'on a vu au cours de ces années? On a vu une augmentation de 79% des investissements en santé numérique dans le monde. En 2021, on a investi 57 milliards. En 2020, on était à 32 milliards. Donc, en l'espace d'1 an, la croissance a vraiment été exponentielle. Le deuxième chiffre, c'est une prévision. On s'attend à ce que les investissements doublent d'ici à 2027. Donc, vraiment une accélération majeure. Et je pense sincèrement que la pandémie a servi de catalyseur. De très nombreux pays mettent en place des outils pour essayer de faire un suivi, pour mesurer, pour faire aussi des prévisions quant à la propagation du virus. Et il y a une 50aine de pays qui ont justement mis en place ce genre d'outils. Et pour ce qui est de la santé, on a vraiment eu un boom des téléconsultations. On nous dit qu'il y a eu plus de progrès en matière de télémédecine en 1 mois qu'en 10 ans. Tout ceci à la faveur, en quelque sorte, de la pandémie. On a ici des chiffres de plus 20% en Asie, mais aussi en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou en Europe. Même chose en Afrique. Quand même, vraiment une accélération des solutions. Des solutions qui existaient déjà, mais un certain nombre qui sont passées à l'échelle.
et des startups aussi qui sont apparues sur le marché. Donc c'est vrai que la télémédecine a vraiment connu un essor d'ampleur. Cette accélération s'est traduite par aussi des mouvements de la part des différentes institutions. On va commencer par les institutions qui sont en bas de la diapositive, les grandes institutions internationales. On en reparlera aussi un petit peu plus tard, mais on a eu bien sûr la stratégie de la santé numérique de l'OMS qui était en préparation depuis longtemps. Mais ce que a suscité la pandémie, c'est encore une fois une accélération avec la mise en place d'une agence dédiée. Le Fonds mondial est actuellement en train de finaliser sa stratégie mondiale de santé numérique. Ce n'est pas une mince affaire. Je n'ai pas encore les chiffres, mais je sais que les investissements sont majeurs et les investissements d'ailleurs vont s'accélérer et augmenter. Et puis le G7, le G20 sont devenus plus actifs, ont beaucoup parlé de santé numérique. Il y a aussi la publication de rapports ou de déclarations, tous fort intéressants. Et puis les Nations Unies ont aussi passé la vitesse supérieure avec un certain nombre d'initiatives financées là encore par les Nations Unies, notamment une stratégie globale pour la santé numérique sur les 5 prochaines années, 2020-2025. Donc il y a des financements institutionnels qui sont difficiles à mesurer, je dois dire. Et en effet, c'est difficile de cartographier d'où viennent les financements en santé, notamment au plan public, car un certain nombre de projets pour la santé ont une part numérique. Et donc, c'est difficile de faire la distinction entre le financement de la santé au sens large et la partie numérique. Mais de manière générale, tous ces budgets augmentent. Vous avez une liste ici qui n'est pas exhaustive des financements actuels, des financements qui reviennent régulièrement quand on parle de santé digitale. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une stratégie officielle de l'e-santé, mais aussi le GIZ, l'Union européenne ont augmenté leur financement sur les 3 dernières années, ce qui est une excellente nouvelle, sans oublier, bien entendu, la Banque mondiale. Et en bas, vous avez aussi les fondations les plus connues, qui sont connues pour investir en santé digitale. Et puis, de nouvelles fondations ou de nouveaux acteurs viennent sur ce marché parce que c'est vrai qu'il y a une vraie tendance à la hausse. Le financement est une question qui reste compliquée parce que c'est souvent une cause de fragmentation. Vous avez notamment en bas à droite de la diapo une initiative très importante qui remonte à 2018. Il s'agit du principe de l'alignement des bailleurs de fonds, c'est-à-dire une initiative qui vise à fédérer et coordonner les bailleurs de fonds. Parce que le numérique, c'est au final un terme ombrelle et parfois on se retrouve à financer des choses qui ne vont pas ensemble. Et Mathilde Forslund de Transforce Health est ici aujourd'hui. Je suis sûre qu'elle nous reparlera de la volonté à mieux coordonner les efforts des bailleurs de fonds. Et puis à gauche, vous avez une autre initiative qui est inconnue malheureusement du grand public, à savoir l'Alliance pour l'électrification et pour le développement des télécommunications en santé. Ça a été lancé il y a 2 mois, en avril 2022. Il s'agit d'un fonds très largement doté, un mécanisme de cofinancement entre les États-Unis par USAID. Il s'agit d'électrifier 10 000 établissements de santé en Afrique subsaharienne dans les 10 prochaines années. Alors c'est vrai que c'est un projet qui met en œuvre des TIC et je pense qu'en matière de connectivité, il faut toujours en parler quand on parle de santé numérique. Alors je ne pense pas que quiconque puisse lire très bien ce qui se trouve sur cette diapositive et au final ce n'est pas très grave parce que sur cette illustration, nous avons essayé de dresser une liste loin s'en faut non exhaustive de tous les acteurs de la e-santé qui explique justement la difficulté qu'il y a à avoir un point de vue général et qui confirme cette fragmentation. On a les universitaires, les ONG, nous avons
sont les entreprises privées de santé, de technologie. Et dans la technologie, il y a plusieurs acteurs. Il y a les opérateurs mobiles, puis il y a aussi les entreprises pharmaceutiques, les entreprises de diagnostic et évidemment toutes les institutions. Nous en avons cité quelques-unes. Et ça m'amène d'ailleurs à ma diapositive suivante, qui, je pense, est l'une des plus importantes, un message clé ici, quand on est dans l'exercice d'un aperçu. On le sait, il y a eu une augmentation des financements, mais il y a aussi de nouveaux acteurs, de nouveaux entrants. Et pour cette raison, on a besoin de vraiment beaucoup plus de coordination et beaucoup plus de mécanismes de gouvernance. On a vu qu'il y a de la fragmentation. On doit essayer de lutter contre cela, éviter aussi les doublons. Et donc, à ma grande joie, cette coordination, elle commence à s'organiser. On voit des organismes, des entités qui se font jour, qui aident à avoir une meilleure fertilisation croisée, qui aident les gens à communiquer, qui aident à avoir une cartographie des acteurs. Et vous voyez ici à gauche des choses que j'ai déjà mentionnées. Mathilde, encore une fois, est avec nous. Vous voulez peut-être dire bonjour pour qu'on vous repère. C'est la responsable exécutive de Transform Health, une entité qui a été lancée il y a 2 ans, une organisation qui est financée par la fondation Botmar. Et ils font 3 choses. Ils font de plaidoyer pour plus de leadership politique. Donc, ce sont leurs 3 piliers stratégiques. Un cadre de gouvernance mondiale, j'y reviendrai, et aussi un plaidoyer en faveur de plus d'investissements. Et je pense, Mathilde, que vous nous en entretiendrez un petit peu plus tard. Je sais que vous en avez parlé à Berlin. Et donc, une fois de plus, j'en suis très heureuse. Il y a aussi des réseaux nationaux, des réseaux régionaux qui sont mis en place. Il y en a un qui a été mis en place récemment en Afrique occidentale. Je sais que Lionel, c'est une cause qui vous tient à cœur et je sais que l'Afrique francophone est en retard par rapport à l'Afrique africaine. Il y a plusieurs raisons pour cela. Je ne vais pas m'appesantir, je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais je le mentionne toujours parce que c'est vraiment une incitation à agir pour nous, les francophones. On doit les aider davantage. Donc, merci beaucoup à Transform Health d'avoir lancé ce réseau parce que je trouve que c'est particulièrement important. Le DICE est un autre mécanisme de coordination qui a été lancé pendant la pandémie. Alors, le DICE, c'est évidemment une initiative conjointe de l'UNICEF et de l'OMS qui vise à coordonner les travaux des gouvernements et des bailleurs de fonds ou des partenaires de développement. L'idée est d'avoir des responsables, des personnes en charge de la coordination. Et jusqu'à présent, ces coordinateurs se sont vraiment concentrés sur tous les projets autour de la gestion de la COVID et de la sortie de la COVID. Et c'est aussi une très belle initiative. AIDER, c'est aussi un organe de collaboration sur la recherche en matière d'intelligence artificielle. Le DCCC, c'est une plateforme de collaboration plus de la société civile pour avoir de la fertilisation croisée, par exemple, et des efforts collaboratifs conjoints. Et puis, on a aussi le Digital Health Hub de Genève qui fédère là aussi les acteurs. Et puis, il y a aussi des acteurs historiques. Tous ne sont pas sur la diapo. Au final, ce que je voulais dire, c'est que donc, il faut de la coordination. Il y a des nouveaux organes qui apparaissent, mais il faut davantage d'initiatives. On doit soutenir ces mécanismes de coordination parce que c'est souvent les mécanismes qui sont moins bien financés. Et vous savez, il s'agit vraiment de quelque chose de clé si on veut pouvoir toucher un maximum de patients. Et c'est l'un de mes messages clés ce matin. Ensuite, repassons à l'Afrique. Donc, on a un boom de l'innovation, des investissements de plus en plus importants. Et moi, j'aime beaucoup l'exemple du SORMAS, qui est un mécanisme d'analyse et de réponse à la pandémie. J'ai toujours dit que les innovations technologiques viendraient d'Afrique et qu'on s'inspirerait de l'Afrique. Et ce réseau de surveillance
surveillance est justement un de ces exemples. Donc, une solution de surveillance qui a été mise en place, développée au début au Ghana, mise en œuvre ensuite au Nigeria, et ensuite, eh bien, ça a été mis en œuvre, ça s'est déployé en Allemagne, en France, en Suisse, en Afghanistan, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux îles Fidji. Nous avons aujourd'hui 1276 start-up en matière de technologie de la santé en Afrique. C'est fantastique, c'est vraiment un véritable boom et les investissements suivent. On investit beaucoup dans les start-up de santé en Afrique. On parle de 2,9 milliards, une augmentation de 81% depuis 2020. Et sur ce chiffre, 2,9 milliards qui sont investis dans ces start-up, 10% sont dans des start-up de santé. Donc il faut encore mettre l'accent sur ces start-up de santé. Vous avez sur cette diapositive aussi une initiative très intéressante, un incubateur lancé à Kigali par Norsken, avec plus de 600 incubateurs en Afrique. Je n'en connais pas beaucoup qui se concentrent sur la santé. Celui de Kigali se concentre sur la santé. Et là encore, c'est extrêmement encourageant. Très rapidement, un coup d'œil sur le niveau de connectivité. Parce que, comme je l'ai dit, si on n'est pas connecté, on ne peut pas avoir de santé digitale. Alors, vous regardez ici à droite, l'Afrique, on est toujours à 33% d'individus connectés contre plus de 80% dans le reste du monde. Donc, encore pas mal de travail. Pour ce qui est de l'accessibilité financière, ça reste un problème. Évidemment, il y a beaucoup de disparités suivant les régions d'Afrique. En RDC, ça coûte toujours 20% du PIB pour avoir 1 giga. Donc, le coût d'un gigabyte représente 20% du PIB. 1 giga, moi, c'est ce que j'utilise en un jour quand je travaille. Si je fais 2 Zooms, si j'envoie des mails, c'est pas beaucoup de données à 1 giga. Donc, c'est pour vraiment que vous compreniez. Si vous êtes américain, ça signifie pour vous, donc si on est à périmètre comparable, ça veut dire que pour un Américain, 1 giga de connectivité, ça coûterait 13 000 $ par mois, juste pour que vous compreniez la disparité. Alors, en Afrique, le coût n'est pas le maître. Par exemple, en Égypte, on est à 0,5, donc bien plus abordable, mais donc des disparités. Donc, pour ce qui est de la couverture, on n'a que 26% des sites ruraux qui sont connectés. Et en Afrique, donc, tout le monde n'a pas accès à Internet. Donc, il y a eu de grands progrès, mais encore beaucoup de choses à faire en matière de connectivité pour qu'on puisse justement continuer de développer le digital sur ce continent. Très rapidement, un coup d'œil sur le degré de maturité en matière de gouvernance. Et c'est vrai que Pierre, hier, faisait une analogie avec un arbre. C'est vrai qu'il est très important d'avoir une implication du gouvernement, qu'il y ait des réglementations, qu'il y ait des normes d'interopérabilité. Il faut vraiment une volonté politique. 34 pays africains ont une stratégie numérique, ce qui ne veut pas dire grand-chose si elle n'est pas mise en œuvre, parce que uniquement 12 de ces 34 pays ont mis en œuvre cette stratégie. Mon sentiment, c'est qu'il y aura de plus en plus de stratégies, parce que donc il y a des accélérations sur différents plans, et j'ai quand même beaucoup d'espoir, parce que c'est fondamental d'avoir une stratégie d'État. D'un point de vue gouvernance des données, qui est aussi un point crucial. On parle ici de stockage, de sécurité des données, d'échange des données, de respect de la confidentialité des données. Et la COVID, évidemment, a accéléré la nécessité de cette protection. Parce que pendant la COVID, on a échangé des quantités de données. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a un grand nombre de pays qui ont publié de nouvelles législations depuis la COVID, mais la réalité, c'est qu'uniquement la moitié des pays africains ont adopté une législation en matière de confidentialité des données. Donc là encore, beaucoup d'efforts à faire. Quand on parle de gouvernance, et avant que je termine, en tout cas que je donne la parole, je termine et je donne la parole à Jai en matière de données.
Eh bien, je crois que vous êtes tous d'accord sur le fait que dans le domaine de la santé électronique, il y a surtout une question de gouvernance. C'est pas facile de mettre en place cette gouvernance lorsqu'il s'agit d'avoir un accès très large à la santé numérique. Mais je suppose que, d'ailleurs, il y a 2 mois de cela, le 7 avril, on avait il y a eu un certain nombre de contributions, un certain nombre d'informations qui nous ont été données par différentes agences, différents acteurs. Et il y a un certain nombre de piliers qui ont été mis en avant pour la protection des individus, mais également pour pouvoir donner un meilleur accès à la santé. Mais je crois qu'il y a eu d'autres principes qui ont été mis en place. Il y a eu un sommet, d'ailleurs, sur la gouvernance de la santé numérique l'année dernière. Donc, il n'y a pas de conflit entre ces différents principes. Et beaucoup de pays se sont mis d'accord. Par exemple, à Genève, il y a eu une assemblée de l'Organisation mondiale de la santé qui a permis à beaucoup de pays d'accepter ces principes. Et ces principes ont d'ailleurs été aussi adoptés en Europe de façon consensuelle. Et je pense que ce qui est l'aspect le plus important, et je voudrais insister là-dessus, c'est les droits humains et l'accès à cette santé numérique. Donc, si vous voulez plus d'informations en ce qui concerne ces principes de gouvernance, vous pouvez évidemment nous contacter et nous vous donnerons toutes les références. Et maintenant, je voudrais vous parler un peu de la situation telle qu'elle se présente en Asie. Alors, quelles sont aujourd'hui les grandes tendances? Eh bien, certaines tendances en Asie, c'est ce que je vais donc essayer de vous expliquer. Ensuite, quels sont les résultats au niveau de la mise en place de la santé numérique? Alors, en Asie, vous voyez, il y a aujourd'hui un développement des écosystèmes. Je vais juste vous donner quelques exemples. Par exemple, l'Indonésie, l'Inde, la Chine sont impliqués. Vous voyez que ces écosystèmes sont en train de réunir une énorme population, plus d'1 milliard de personnes. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est que beaucoup d'individus préfèrent avoir un seul point de contact pour accéder à la santé numérique. Et surtout après le Covid, beaucoup de personnes sont contentes de pouvoir disposer de ces points d'entrée, si j'ose dire, dans la santé numérique. Ceci s'est accéléré donc avec le Covid, mais nous avons également moins de docteurs par habitant lorsque l'on compare ces chiffres à ceux de l'OCDE, et il y a un vieillissement de la population et nous pensons qu'en 2025, il va y avoir 10% de la population qui va demander plus de services de santé, qui va avoir besoin de plus de services de santé. Donc, nous allons avoir 456 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus en Asie en 2025. Donc, vous voyez combien il est important de faciliter cet accès à la santé numérique. Alors, en termes d'investissement, de dépenses, il faut tenir compte évidemment des différences culturelles et également des normes et des lois qui sont différentes en Asie. Mais nous avons des utilisateurs d'Internet qui forment une communauté qui ne cesse d'augmenter. Par exemple, les gouvernements en Asie ne dépensent que 4,5% de leur produit national brut pour les soins de santé. Les gouvernements sont ceux qui payent le plus, à peu près 64% pour toutes ces dépenses. Et vous voyez que nous constatons sur cette diapositive, et je crois qu'on l'a déjà dit, qu'il y a une fragmentation, et donc il y avait une coordination avant, mais nous avons besoin d'avoir des mécanismes communs avant d'avoir cette coordination, parce que je suis sûre que la plupart des pays ont des règlements, des lois, mais ce n'est pas forcément applicable dans nos pays en Asie, bien que cela concerne la santé en général. Donc, il peut y avoir des conflits au niveau de la mise en place de certaines lois, de certaines normes. Et ça met des années avant que l'on puisse mettre en place des lois. Par exemple, la protection des données personnelles.
En 2019, ça n'est même pas encore mis en place complètement. Et je suis sûre que dans d'autres pays, vous avez également ce même genre de difficultés lorsqu'il s'agit de mettre en place les lois, même lorsqu'elles sont votées. Donc, vous voyez que ce concept, donc, c'est-à-dire Regulatory Sandboxes, c'est-à-dire nous avons fait des kits ou je dirais un ensemble de technologies, de principes qui permettent de mieux mettre en place un certain nombre de normes, et ceci afin de créer ce que j'appellerais un espace sécurisé pour promouvoir, tester un certain nombre d'innovations dans différents pays. Donc, ces 4 exemples sont ceux qui me semblent les plus éclairants. Il y en a d'autres, mais ce sont des exemples de Singapour. Ils ont commencé en 2018, ensuite également en Inde en 2020, et en Indonésie, nous avons aussi des innovations intéressantes concernant la malaria, etc. Et puis nous avons la Malaisie qui est également concernée, donc beaucoup de pays qui, donc, comme Singapour par exemple, ont mis en place ces lois, normes et qui ont créé cet espace sécurisé. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'innovations qui surgissent grâce justement à cet espace sécurisé et à ces normes. En ce qui concerne la maturité maintenant, il y a eu beaucoup d'efforts pour justement combler les brèches au niveau technologique. Il y a eu des études qui continuent d'ailleurs à réunir un certain nombre de données qui viennent de 13 pays de la région. Alors, ça concerne la gouvernance, l'architecture, la gestion des programmes, et également les normes et l'interopérabilité. Et je pense que la plupart des difficultés que nous avons dans le domaine de la santé numérique sont en lien avec ces 4 secteurs que je viens de mentionner, ou ces 4 aspects. Alors, nous avons également en train de développer ce que l'on appelait l'AEHIN. C'est un partenaire, d'ailleurs, pour permettre d'avoir ce que j'appellerais un programme de santé numérique global et un certain nombre de modèles qui permettent une maturité, un développement donc de ce système de santé numérique. Il y a un certain nombre de standards ou de critères qui sont des indicateurs, comme par exemple le GDHI, que je mentionne également sur cette diapositive, c'est-à-dire que les différents pays peuvent, dans le domaine de la santé numérique, essayer de mesurer, d'analyser le stade auquel ils sont arrivés, quelle est la maturité en ce qui concerne ce système de la santé numérique. Ils peuvent également comparer les résultats avec ceux d'autres pays, essayer de voir quelle est la progression historique et voir également ce qu'il en est de la coordination. Et la multicoordination, je dirais, est extrêmement en retard. Nous n'avons pas encore réussi à la développer. Nous avons mis en place un certain nombre d'ateliers pour justement permettre une meilleure synergie. Et vous voyez que cette coordination multisectorielle et ces mécanismes, donc, au niveau national, ont été développés. Il faut arriver à trouver des partenaires pour mettre en place cette politique. Je dirais également que nous avons les ministères de la Santé, les agences intergouvernementales qui doivent justement se réunir. Et ce sont des parties prenantes dans ce processus, parce que ce n'est pas simplement le ministère de la Santé qui va dire voilà ce qu'il faut faire en termes d'investissement, par exemple, ou de gouvernance pour la santé numérique. Il y a aussi les télécoms, il y a le ministère de l'économie numérique. Nous avons des ministères dans ce domaine. Il y a également des représentants des ministères de la télécommunication ou d'autres secteurs. Donc, il s'agit de mettre en commun ce que tous ces ministères peuvent nous apporter, pas seulement les ministères, mais également tout ce qui est le secteur professionnel et également le domaine de la recherche et des universités. Donc, tous ces partenaires doivent être réunis et ensuite avoir une feuille de route qui soit commune. Et ceci a été développé par notre AEHIN. Donc, vous voyez ici que nous avons également une page web où nous pouvons voir ce que nous avons fait et les partenaires ont pu voir ce que nous avons fait et ce que nous avons fait donc cette année également. Donc, voici, ça c'est ma dernière diapositive et voici donc une synthèse de ce que nous voulons faire. Nous voulons un réseautage plus fort, plus efficace. Nous voulons
pouvons également avoir des échanges avec nos partenaires dans d'autres pays en ce qui concerne l'apprentissage, le partage, l'accompagnement. Les langues sont différentes, mais nous pensons que ceci n'est pas un obstacle pour une plus grande collaboration, pour pouvoir justement créer plus de contenu, de connaissances et avoir des publications collaboratives. Donc, il faut encourager la coopération, permettre cette collaboration, permettre une meilleure coordination et une meilleure synergie. Ceci permettra d'avoir une expérience qui soit vraiment cohérente, parce que dans le domaine de la santé numérique, on est dans beaucoup d'aspects différents. Donc, il faut une approche vraiment coordonnée et cohérente. Je vous remercie. Une conclusion très brève, parce que Lionel commence à nous faire les gros yeux. Donc, les messages qu'on va essayer de garder pour la fin. Vous avez mentionné des tendances, ce qu'il se passe en Asie, un grand nombre de défis à relever. Voici les principaux, à mon sens. D'abord, il faut plus de coordination et de gouvernance, on en a parlé. On a aussi besoin de plus de leadership de la part des gouvernements. On a parlé de l'exemple en Afrique, mais je pense que c'est le cas aussi en Asie, n'est-ce pas? Et de fait, je me rends compte que j'ai sauté quelque chose dont je voulais vous parler. Revenons en Afrique. Il y a donc des stratégies de numérique. Le CDC Smart Africa va aussi mettre en place des stratégies. Tout ceci, finalement, reboucle avec la nécessité d'un leadership. Il faut renforcer les capacités. Je ne vais pas y revenir trop. Je sais que la Fondation Pierre Fabre finance un diplôme pour renforcer les capacités, mais c'est vrai qu'il faut toucher encore plus d'étudiants. Il faut évidemment renforcer, mettre les bouchées doubles sur la connectivité. Il faut que les ministères des TIC soient aussi plus impliqués. Et puis, il faut aussi qu'il y ait plus d'égalité et d'inclusion. Jayana a parlé. Je pense que c'est vraiment le thème clé. Vous savez, pour moi, le numérique, c'est une manière de promouvoir l'égalité. Et vous voyez ici des rapports qui ont fait date en matière d'égalité. Tout le monde parle de ces deux mots, l'inclusion et l'égalité. Je vous laisse donc avec ces deux mots sur lesquels réfléchir. Vous voulez peut-être dire deux mots, Jai, sur ici une citation du directeur général de l'OMS. Et en effet, la télémédecine a vraiment décollé. Et ici, vous avez les normes d'accessibilité et d'interopérabilité. C'est quelque chose qui a été lancé depuis 2016. Mais évidemment, il y a d'autres initiatives de la part de l'OMS, notamment en Inde, où on sait qu'en Inde, il y a des services de santé numérique qui sont parmi les plus avancés des pays du Sud, et nous collaborons avec eux dans l'espoir de faire une différence. On peut les féliciter parce que c'est un travail. Oui, Jai. Pardon, j'ai oublié de mentionner qu'on a parlé des ateliers de convergence et la Fondation Pierre Fabre participera justement à ces ateliers et aidera les pays à mettre en place une stratégie numérique. Je voulais le mentionner car c'est important. Merci beaucoup. C'est un travail qui est difficile à faire, qui est complexe à faire et dans lequel on sent qu'ils ont mis tout leur cœur, leur passion et qu'ils avaient envie de nous le communiquer aujourd'hui. En tout cas, on en retient que ce soit dans le Sud comme dans le Nord. Depuis 2 ans, les investissements en santé digitale sont exponentiels et sont des fonds d'investissement. On est sur une tendance qui maintenant est durable. La digitalisation de la santé est complètement lancée. On n'est plus en train de parler d'un tout petit précaré ou d'un petit corner à côté de la santé. Non. Elle est en train de se digitaliser et les choses vont augmenter dans les prochaines années. On retient, et c'est aussi un des thèmes principaux de ces journées, que si les investissements sont exponentiels, en face de nous, on a des structures qui peuvent être parfois isolées et on a un monde qui doit aujourd'hui se consolider, se rassembler et c'est l'une des grandes réflexions que nous allons mener tout au long de cette journée. Et enfin, ne pas oublier que si la digitalisation de la santé permet de rapprocher les personnes, de rapprocher les malades et de rapprocher les soignants, elle peut aussi créer des divergences et créer des mondes qui se séparent, malheureusement, que l'on ait accès à Internet ou pas, physiquement,
financièrement. Et on voit aussi parfois ce schisme qui peut se passer sur des continents, que ce soit en Asie ou en Afrique, où on voit une Afrique anglophone très avancée dans sa digitalisation et une Afrique francophone un peu plus à la peine. Ça fait beaucoup réagir nos internautes, hein, votre intervention.